Salut tout le monde. Bien le bonjour. Faut que je fasse un test. Discord. Ok, ça marche toujours. J'ai changé de d'outil de bot qui fait les annonces et tout, et du coup je voulais être sûr que tout marche bien. C'est parfait. Ah, Discord. Non, faut pas crier, faut dire Discord. Comment ça va, Dystrophine? Rebonjour. Enfin, rebonjour. De cette semaine. Amaury, pareil, je t'ai vu hier soir aussi, même si t'es arrivé sur le tard. Comment allez-vous? J'espère que vous allez toujours très bien, que vous êtes toujours en pleine forme. Aujourd'hui, alors, je vais répéter pour ceux qui étaient déjà là hier, tant pis pour eux. Aujourd'hui, on fait la correction du TP de la semaine 4. Le TP, je l'avais posté sur justement le Discord. Je l'avais posté là-bas à la fin du chapitre qui concernait les boucles, les conditions et les variables. Donc, c'était pour vous faire pratiquer. Encore une fois, comme j'ai pu le dire à tous ceux qui étaient là hier soir, je sais que ce TP était difficile si vous n'avez jamais fait de programmation. Hier soir, on l'a fait en 1 heure. Je l'ai fait comme si je l'avais jamais fait avant, c'est-à-dire que j'ai juste repris la consigne, je l'ai pas travaillé avant, j'ai fait exprès de laisser ça derrière moi. J'ai juste lu la consigne en même temps que je faisais le live, et il m'a fallu 1 heure pour le faire en même temps que j'expliquais. Et j'ai l'habitude de programmer avec Arduino. Donc c'est pas un truc qui est court, et si vous n'avez pas l'habitude de faire de la programmation, c'est normal que ça soit difficile et que ça soit long. Il ne faut pas s'inquiéter. Après, la programmation, c'est de la gymnastique. Il faut travailler, il faut s'entraîner pour que la... Ouais, c'est ça, 1 heure avec 10 ans d'expérience. Donc probablement 10 heures avec 1 an d'expérience. La programmation, c'est de la gymnastique. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer pour pouvoir acquérir des réflexes et pour pouvoir devenir de plus en plus à l'aise. Comme toute matière, ça se travaille. Il faut de l'entraînement pour pouvoir y arriver. Ça peut pas être inné. Il y a nécessairement une phase d'apprentissage et cet apprentissage-là, il passe notamment par la répétition et par la pratique. Avant toute chose, avant que j'oublie, pour vous qui êtes sur YouTube, je vais cacher le chat. Pour vous qui êtes sur YouTube, voici la consigne qui avait été postée. Si vous n'avez pas pu aller sur le Discord, voici la consigne du chat. N'importe quoi. Voici la consigne de l'exercice, du TP. Il y avait 4 questions. La première, c'était des branchements à faire. Brancher plusieurs LED, 5 ou 6. Brancher un bouton. La deuxième, c'était faire en sorte que les LED fassent un chenillard avec une seule LED d'allumée à tout moment. Ensuite, la troisième question, on gérait une modification, on va dire, de l'animation. Fallait qu'elle aille dans un sens ou dans un autre en fonction d'un appui sur le bouton. Et la dernière question, c'était encore une évolution sur le chenillard. Oui, j'y ai pensé. J'ai préparé tout en fait il y a quelques minutes, donc je me suis rappelé. Donc ça, c'était pour la consigne. Hop, retour du chat. Et voilà. Et sans plus attendre, on va basculer sur le simulateur. Je vais, là encore, essayer de penser à afficher tout le temps en haut la consigne de la question sur laquelle je suis rendu. Alors ça va peut-être un peu overlap avec le chat de temps en temps, tant pis. Mais j'essaierai de penser à toujours vous afficher la consigne pour qu'on puisse suivre au fur et à mesure. Dans le chat, je compte sur vous. Si j'oublie de modifier la consigne, si je passe à la question suivante et que j'oublie de modifier la consigne, essayez de mettre un petit mot dans le chat et normalement je devrais pouvoir le voir. Je vais allumer d'ailleurs le chat sous mes yeux. Hop. Ça passe comme ça. Non, faut que je débranche. Et voilà. Salut Linux. T'as toujours mon pour rire toi, hein. À l'école, t'étais celui qui amusait la galerie dans la classe, non? Allez, c'est parti. On commence. Donc là, il faut juste faire des branchements. Donc, je vais pas me fatiguer. Je vais juste prendre une petite carte. Et je vais aller mettre des composants dessus. Donc c'est parti. Je vais brancher mes LED. Je vais les brancher sur les broches 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais en mettre 6. Sur les broches de 3 à 9. Comme ça, je garderai mes boutons sur les broches 1 et 2. Et si jamais je veux faire une interruption... Pardon, sur la broche 2. Et comme ça, si jamais je veux faire une interruption depuis la broche 2, je pourrai, puisque le bouton sera disponible. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors c'est le moment où il faut broder parce que c'est évidemment pas le moment le plus passionnant du stream. Où on se contente juste de brancher des trucs et des machins. Comme les autres fois, je vais brancher mes résistances après la LED pour aller vers la masse. Ça n'a pas d'importance, la résistance elle peut être avant ou après la LED, ça ne change rien.
Et j'oublie pas mes petits fils qui vont les relier. Voilà. Je vais les mettre en gris parce que on est proche de la masse, ça passe pas vraiment un fil de signal ou quoi que ce soit, donc je vais pas le mettre noir parce qu'ils sont pas reliés à la masse directement. Donc gris, ça me paraît pas trop mal. Un bon compromis de couleur. Et si je veux pouvoir avoir un peu de lumière, il faut baisser un peu la valeur des résistances. Bon, avec 1 kΩ, ça passait. Hein. Donc normalement là, pas de difficulté. Normalement, si vous avez essayé de faire le TP, brancher des LED et des résistances, c'est quelque chose qu'on a fait toutes les semaines. Donc vous devriez avoir l'habitude de ce genre de choses. On parlait de gymnastique tout à l'heure, ça en fait partie, brancher les choses. Et maintenant je vais brancher mes LED. Donc celle-ci, on va la mettre sur la broche 9, 10, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais par exemple, 9 c'est pas mal. Ou 10. Ouais je vais mettre sur 9, ça sera plus joli après dans le code. Voilà. Ici, ça va être la broche 8. Voilà. Essayer de faire propre. Ensuite, on continue. Broche 7. Voilà. Puis 6, puis 5. Puis 4. Je vais même plus relever tes blagues. Tu les relever parce que ça t'encourage à en dire des bêtises. Non, en vrai, ça ne m'arrange pas, t'inquiète pas. Et voilà. On y arrive. C'est beau. C'est beau. Hop, et on va mettre des petites couleurs. Marron. Pourquoi il est pas droit, mon fils? Voilà. Marron. Rose. Violet. Puis bleu. Turquoise. Et voilà. Et celui-là, je vais pas le mettre en vert parce que c'est le couleur par défaut. On va le mettre en, allez, orange. Voilà. On a nos LED de branchées. Et la première chose que je vais faire, ça va être de vérifier que tout est bien branché. Donc on va toutes les initialiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va toutes les initialiser et on va vérifier qu'elles sont capables de toutes s'allumer quand on essaie de les mettre en marche. 7, 8 et 9. 8 et 9. Donc on va juste faire les pin mode et le digital write. Digital write 4. Et on va les mettre toutes allumées. 5, 6, 7, 8 et 9. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc normalement, là, si on a bien tout branché, les LED devraient s'allumer. On va y arriver, Amaury, t'inquiète pas. Mais parce que vous êtes trop pressés tous les deux. Vous êtes trop pressés, vous savez comment faire déjà parce que vous êtes habitués à programmer, mais pour l'instant on fait les choses doucement. Les boucles ça va venir après. Donc là on voit que tout fonctionne. Et on va vérifier aussi comme étant tout à 0, tout s'éteint bien correctement. Ok, donc on a nos LED qui fonctionnent. Donc ça c'était le début de la consigne, c'était la 1A. On fait en sorte qu'elle soit éteinte par défaut, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont bien à l'état bas. Brancher un bouton avec une résistance de tirage interne. Donc on va aller chercher un bouton. Et je vous rappelle que ce sont les deux broches ici qui sont en vis-à-vis. Celles-ci elles sont connectées entre elles, et celles-ci elles sont bien déconnectées. Donc c'est bien celle-ci qu'il va falloir relier. Là on a un fil noir puisqu'on va être relié à la masse, et là on aura notre fil de signal qu'on pourra relier par exemple à la broche 2. Hop, voilà. Et je vais le mettre en jaune. Pourquoi pas? C'est pas très visible le jaune par contre. Ouais, je vais pas mettre de couleur non plus. Et bah, et bah jaune, ça sera très bien. Et comme on veut que ça soit une résistance de tirage interne pour gagner de la place sur notre carte, il faut aller dans l'Arduino, il faut bien la déclarer. Donc on va mettre pin mode broche 2.
on pourrait mettre juste input si on voulait que ça soit juste une entrée sans résistance de tirage. Mais nous, on veut que la résistance de tirage soit à l'intérieur de l'Arduino. Donc, on va faire pull up pour activer le tirage à l'état haut à l'intérieur. Alors ici, initialisation des LED. Initialisation du bouton. LED éteinte par défaut. Voilà, on a répondu à la question 1, A et B, à savoir brancher des LED et brancher un bouton. Normalement, ça c'était la partie la plus simple du TP. C'était la partie facile à faire. Note de champ de consigne. Ouais, je l'ai surveillé, je l'avais sous les yeux. Il faut juste que j'aille la chercher. Hop. Hop, partie 2. Voici, voilà, changement en live. Partie 2, faire en sorte que les LED s'allument les unes après les autres. La précédente s'éteint en utilisant une boucle pour l'allumage extinction. On va essayer de faire ça propre, voilà. Alors je sais, mon clavier fait beaucoup de bruit quand je tape dessus. Voilà, faire en sorte que les X LED, donc les 6 LED en l'occurrence, s'allument l'une après l'autre, les unes après les autres, de manière exclusive. C'est-à-dire que si une LED est allumée, les autres doivent être éteintes, et lorsqu'on allume la suivante, la précédente s'éteint, donc on a toujours à tout moment qu'une seule LED qui est allumée. En utilisant une boucle et une variable pour l'allumage et l'extinction. L'animation ne doit avoir lieu que si le bouton est appuyé. Donc là, on va y aller par étapes. On va pas se jeter tout de suite à corps perdu dans le code, on va d'abord y aller par étapes. Tout d'abord, on va s'occuper d'allumer toutes les LED ou de toutes les éteindre. Donc on va prendre une petite variable que je vais appeler i et que je vais mettre dans un for, puisqu'on nous a demandé de faire une boucle. Ce for, il va balayer toutes les LED, de la première à la dernière. En sachant qu'on commence à la broche 4 jusqu'à la broche 9, on va faire commencer notre for à 4. Et notre for, il devra fonctionner tant que i est inférieur à 9. Et enfin, à chaque tour dans le for, on fera i égale i plus 1. On va incrémenter i à chaque tour dans le for. Comme je le disais à ceux qui étaient là hier soir, il y a une petite astuce qui est bonne à connaître, c'est un raccourci syntaxique pour le i égale i plus 1. Ça, c'est un peu long à écrire. Et les développeurs, ils ont tendance à être feignants, à prendre des raccourcis partout. Et donc le i égale i plus 1, il y a un raccourci qui est simplement i plus plus. Lorsqu'on écrit i plus plus de cette manière, c'est exactement la même chose que d'écrire i égale i plus 1. C'est un petit raccourci. Donc dorénavant, dans des boucles comme ça, j'écrirai plus i égale i plus 1, j'écrirai i plus plus. Pour éviter d'avoir sans arrêt du code à rallonge en écrivant i égale i plus 1. Et ça marche pour toutes les variables. Si j'avais une variable qui s'appelait test et qui valait 0, je fais test plus plus, et au coup suivant, ma variable, elle vaut 1. D'accord? Elle s'incrémentera. Salut Chris. Salut CAC 188, ou juste CAC, je sais pas. Donc on va faire ça, et maintenant, on va s'occuper de mettre tout mon petit monde dans un état, soit 1, soit 0. Donc par exemple, on pourrait imaginer allumer tout le monde. Alors pour allumer tout le monde, je pourrais copier mon gros morceau de texte et le balancer comme ceci. Mais ça ne sera pas très intelligent. On va faire plus rusé, on va se servir de notre variable qui balaye les indices de 4 à 9. Et dans la fonction digitalWrite, on va fournir la variable i en tant que numéro de broche sur laquelle agir. Donc je vous rappelle que i, c'est jamais qu'un numéro à la fin. C'est un numéro qui est stocké dans une boîte, mais quand on va l'accéder en lecture, on va lire un numéro. Donc, on peut lire la valeur de i et la donner à manger à la fonction digitalWrite. Donc, i prendra successivement 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9 comme valeur. Si je faisais ça, on va parcourir de 4 à 9, et à chaque fois, on va mettre high. Donc, on va allumer toutes les LED via la boucle. Si je démarre, on peut vérifier, on a bien toutes les LED qui se sont allumées. Pour nous, ça a été instantané, parce qu'à chaque tour de boucle, il y a juste une fraction de seconde qui s'écoule. Cette opération-là, elle est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de se rendre compte qu'en fait, elle s'exécute de manière successive. Et à chaque fois, on y va à la suite. Ensuite, ici, ce qui nous intéresse, c'est que toutes les LED soient éteintes,
sauf une. Sauf celle à laquelle on est rendu. Je vous rappelle que la consigne, c'est de faire un chenillard. Donc on allume une LED, les unes après les autres. On va allumer celle-là, puis ensuite elle va s'éteindre pour allumer celle-là, puis ensuite elle va s'éteindre pour allumer celle-là, etc., etc. Donc on a plusieurs façons de faire. On pourrait d'abord se dire, on éteint tout le monde, et après avoir éteint tout le monde, on peut faire un if, pardon, on peut faire l'opération digital write, et écrire, ici, le numéro de la broche que l'on souhaite allumer. Donc, on pourrait rajouter une variable, que je vais appeler index, que je vais initialiser à 4, et index, ce sera le numéro de la loupiote que l'on souhaite utiliser. Donc la loupiote qui est branchée sur la broche 4, la loupiote qui est branchée sur la broche 5, etc. etc., etc. L'index, ça sera l'endroit, le numéro de la loupiote que l'on souhaite allumer. Donc par exemple, si je faisais juste ce morceau de code là, ici j'ai une boucle qui remet à 0 toutes les LED, boucle qui remet à 0 toutes les LED, puis on allume la LED index. Et ensuite, pour passer à la LED suivante, on fera tout simplement index plus plus. Donc index égale index plus 1. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce programme-là? Tout d'abord, on va mettre tout le monde à 0. Puis, on va mettre la LED qui est à l'indice index à 1. On va allumer la LED à l'index. Puis ensuite, on va incrémenter index pour passer à l'index suivant. Ensuite, on va repartir au début de la boucle. On va remettre tout le monde à 0. Puis index se sera incrémenté. Si avant il valait 4, maintenant il vaut 5. Donc on allumera cette fois-ci la LED qui sera à la broche numéro 5. Puis index passera à 6. Hop, on repart ici. Ce coup-ci, tout le monde se met à 0, mais c'est index qui sera à 6 qui va se mettre en marche, etc., etc., etc. Histoire d'avoir le temps de voir quelque chose, on va rajouter un petit délai qui va être de, par exemple, 500 millisecondes. On incrémente index. Et là, normalement, on va voir que nos LED vont s'allumer successivement, les unes à la suite des autres. Et on se rend compte que quand la dernière s'allume, après, on n'a plus rien qui fonctionne. Ça repart pas à 0. Pourquoi? Parce que index, lui, il continue à s'incrémenter. On n'a rien qui va conditionner index à rester en dessous de 9. Index va continuer à s'incrémenter. Donc, pour ça, il va falloir vérifier à chaque tour la valeur de index. Et si index passe au-delà de 9, donc la dernière LED, c'est la LED qui est branchée sur la broche 9, si index passe au-dessus de 9, dans ces cas-là, il faut que index revienne à 4 pour pas qu'on sorte de nos contraintes. Techniquement, overflow, exactement, ça s'appelle comme ça. Et en plus, là, on a un gros problème, c'est qu'on écrit sur des broches, du coup, au tour suivant, on écrivait à la broche 10. Or, la broche 10, on n'a rien paramétré dessus. Il ne faut pas commencer à aller sur des broches, on n'est pas censé faire quoi que ce soit. Donc, si index est supérieur strictement à 9, dans ce cas-là, index vaudra 4. Si index passe au-delà de 9, donc 10 et plus, dans ce cas-là, index reboucle et prendra la valeur 4. Et donc, dans notre boucle, on va pouvoir voir que ça fait, quand on va arriver à la fin, quand ici on va passer à 10, hop, en fait on revient à 4. On boucle. Oui, avec l'overflow on pourrait revenir au début. Au-delà de 255, on revient à 0 et on repart à 1, 2, 3, 4. Non seulement ça va prendre du temps, mais en plus ça va nous faire manipuler des broches qu'on n'est pas censé manipuler puisqu'elles ne sont pas dans nos contraintes. Est-ce que ça c'est clair? Pour ceux qui étaient là hier soir, vous avez vu, j'ai fait une petite variante par rapport à la boucle for pour simplifier un petit peu le programme. Hier soir, j'avais un if finalement qui était un petit peu inutile. Maintenant, dans la consigne, on demandait que l'animation n'ait lieu que si le bouton est appuyé. C'est mieux comme ça, Dystrophine, par rapport à hier soir? Ouais, c'est un peu plus clair. Il y a un if de moins, ça fait déjà une branche de moins à lire, c'est déjà plus agréable. On compte... Ah, je peux pas taper. On contraint index entre 4 et 9. Voilà. Petite pause. Voilà, des petits commentaires pour pouvoir suivre.
Maintenant, on veut que tout ça n'ait lieu que lorsque le bouton soit appuyé. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va encadrer notre code dans une grande boucle while, et cette boucle while, elle va s'exécuter que si notre bouton il est appuyé. Digital read, le bouton il est sur la broche 2, et on va vérifier l'état du bouton par rapport à... Alors, quand il est relâché, on a une pull-up, donc quand on est relâché, on est au 5 volts, on est à high, donc quand il est appuyé, il est à low. Donc, on veut que la condition ici soit vraie, pour exécuter tout ça, et pour exécuter ça, on a dit qu'il fallait que le bouton soit appuyé. Donc, on veut que le bouton soit égal, la valeur retournée par le bouton, soit égale à low, à l'état bas. Après, on peut aussi mettre nombre pin égale 5. Si on ajoute une LED, on change juste ça. Oui, on pourrait faire ça. On pourrait tout à fait faire ça. Rajouter une variable qui nous dit combien de broches on a, etc. etc. On peut paramétrer en fait. C'est ça. On peut faire du paramétrage à la configuration. Donc là, mon while va s'exécuter uniquement si le bouton est appuyé. Si le bouton n'est pas appuyé, on va sauter le while pour aller exécuter rien du tout. On va juste passer par-dessus, revenir, passer par-dessus, revenir, passer par-dessus, revenir. Et on va rien faire du tout. Donc ça, on peut le vérifier. Démarrer la simulation. Donc là, j'appuie pas sur le bouton, il ne se passe absolument rien. On reste dans l'état où on était, c'est-à-dire toutes les LED éteintes. Et si j'appuie sur le bouton, on voit, comme on rentre dans le while, qu'on commence à exécuter l'animation. Et si jamais je relâche le bouton, on reste, donc on va sortir du while, pour passer ici, et on va pas retourner modifier une nouvelle fois les LED. Donc les LED vont rester dans l'état où elles étaient. Donc là on a été rendu à l'étape où on avait éteint tout le monde et allumé la LED qui est sur la broche 4, 5, 6, qui était sur la broche 6. On sort du while, on reste dans cet état là avec la broche 6 d'allumée. On pourrait s'amuser à tout remettre à 0, par exemple. Quand on sort, quand on n'est pas dans la boucle, on pourrait se dire qu'il faut que systématiquement les LED soient éteintes et que index vale 4. Comme ça, si on sort de la boucle et qu'on revient dedans, ça va redémarrer le programme. Reset des conditions initiales. Donc là, tant qu'on ne rentre pas dans la boucle, on met tout le monde, on éteint toutes les LED et on met index à 4. Si j'appuie, on reste dans la boucle, on agit uniquement sur index et donc sur les LED. Et si je relâche, alors j'attends d'être au milieu, si je relâche, on ne rentre plus dans la boucle, on ne reste plus coincé dans la boucle, et donc dans ces cas-là, on va exécuter sans arrêt ce bout de code-là qui va nous faire éteindre les LED et remettre index à 4. Voilà. Donc ça, c'était pour faire la première petite animation qui fait qu'on a une seule LED qui s'allume de manière exclusive. Les autres sont éteintes et on a une seule LED qui est allumée. Et l'animation n'a lieu que si le bouton est appuyé. J'en profite, je lis un petit peu les commentaires. Si vous avez des questions sur ce morceau-là, n'hésitez pas. Ça me semble génial. Pourquoi pas juste un if, vu que de toute façon, loop boucle. Absolument, on pourrait faire ça. Je vais, hop, modifier le code pour la démo. Donc on oublie ce côté reset. Je vais le mettre en commentaire pour l'instant, ou je vais juste l'effacer pour l'instant. Et ici, comme loop est elle-même une boucle qui tourne à l'infini, on pourrait juste faire comme ça et vérifier que la condition est vraie. Ça marcherait aussi. Le bouton est relâché. Si j'appuie sur le bouton, vu qu'on passe sans arrêt dans la boucle principale, on passe sans arrêt dans le if. Et à chaque tour de boucle, cette fois-ci, on va vérifier le if. Si le if est vrai, on fait ci. Et on pourrait, pour remettre à 0, dire que si on n'est pas dans le cas du if, dans ces cas-là, on veut que revenir aux conditions initiales. Donc là, ça sera le cas de tout à l'heure, avec, au lieu d'utiliser une boucle while, on utilise un if qui est vérifié à chaque tour dans la boucle. C'est exactement la même chose, tout à fait. Non, t'as rien loupé. C'est une bonne... c'est une autre façon de faire. C'est tout aussi valide que la façon de faire que j'avais fait juste avant. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est à vous de voir comment vous êtes plus à l'aise. Voilà. Mais les deux sont valides. Les deux sont bonnes. On revient exactement au même résultat. Tu veux dire un for pour remettre à 0 les LED comme on a fait ici? Hop. Ça, on pourrait le faire aussi. Donc là, c'est exactement pareil. Ça va remettre... Quand je vais lâcher, hop, toutes les LED vont s'éteindre parce qu'on a un for qui va exécuter
des branches 4 à branches 9, tout ce petit monde. D'ailleurs, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Linux, on aurait très bien pu initialiser les LED. J'arrête la simu. Initialiser les LED en faisant un for ici. Et initialiser les broches aussi en faisant un for ici. Je ne l'ai pas fait par souci pour pas attaquer trop fort avec des trucs compliqués, mais on avait tout à fait le droit de faire ça. Et tout ça aurait fonctionné de la même façon. Donc là, mon programme fonctionne exactement pareil. Il peut sembler plus complexe parce qu'on commence direct à avoir des boucles dans tous les sens, mais ça fonctionne exactement de la même chose. Oui, aussi, on aurait pu faire ça. Se simplifier, avoir qu'une seule boucle. Donc, je vais juste modifier un peu les commentaires. Initialiser la LED. Initialisation de la LED I. LED I éteinte. Et du coup, on n'a qu'un seul for à exécuter. Il va exécuter à la fois la mise en place de la LED et tout de suite la mettre à 0. Et là encore, c'est un code qui est tout à fait valide. On va mettre en marche et on peut voir le balayage. Éteindre, ça fonctionne exactement pareil. C'est des petits bouts d'optimisation. Après, il faut être plus à l'aise avec l'écriture via le for, pouvoir se projeter dans le for, comment il fonctionne, etc. Mais ça fonctionne exactement pareil, c'est tout à fait. C'est des bonnes remarques. On voit qu'il y en a qui ont l'habitude un petit peu déjà de programmer, je pense. Exactement, il y a toujours plein de façons de faire. Après, c'est en fonction de votre expérience, de votre aisance, etc., etc. Mais effectivement, il y a plein de façons de faire. Alors, question suivante. Question suivante. Hop, je la copie. Je la recolle. L'animation doit... Alors, l'animation doit fonctionner dans notre sens. Voilà. Faire en sorte que l'animation précédente, donc avec une LED qui s'allume de manière exclusive, s'exécute à l'infini. Si le bouton est appuyé, l'animation doit fonctionner dans l'autre sens. Donc si on va de la gauche vers la droite, on ira de la droite vers la gauche, et vice versa. Donc nous on allait de la droite vers la gauche par défaut, et si on est appuyé par exemple, on pourrait dans le sens de la gauche vers la droite. Donc qu'est-ce qui se passait alors? On va essayer de se replonger dans le code. Ici, si le bouton était appuyé, on faisait une animation qui nous faisait aller dans un sens. On éteignait tout le petit monde, on avait index qui s'incrémentait et on allait dans un sens. Si jamais index dépensait une valeur, on remettait à 0, à une certaine valeur. On pourrait faire les brutes et se dire que si le bouton n'est pas appuyé, dans ces cas-là, la variable qui nous sert à naviguer d'index en index, au lieu de l'incrémenter, on pourrait la décrémenter. Faire index moins moins. Si index est inférieur à 4, dans ces cas-là, on revient de l'autre côté, on passe à 9. Je pourrais dupliquer mon code comme ça. On a un bout de code ici. Là, j'ai exactement le même code, à la différence près que index, au lieu d'incrémenter, il va décrémenter. D'accord? Je pourrais juste faire comme ça, en faisant un gros copier-coller bien sauvage. Mais, alors ça va fonctionner. Donc là, par défaut, on tourne dans un sens. Et si j'appuie, on tourne dans l'autre sens. Mais il y a plusieurs trucs qui me gênent avec ça. D'une part, le premier truc qui me gêne le plus, c'est le fait que on a un code qui se répète. On a sensiblement la même chose. Mais pas tout à fait pareil. Et si du coup, je voulais faire évoluer mon code, je sais pas, je me rends compte que j'ai un bug dans mon for, ou que je veux faire une petite évolution dans mon for, ou des choses comme ça, il y a de grandes chances que j'aille faire ma petite modification là, et normalement, en toute rigueur, il faudrait que je la fasse ici. Mais il y a de grandes chances que j'oublie de la faire ici, parce que j'ai oublié que j'avais fait une copie de code, copier-coller du code, et du coup, je risque d'oublier de le faire ici. Et il y a une règle d'or en informatique qui dit DRY en anglais, D-R-Y. Don't repeat yourself. Ne vous répétez pas. Cette règle d'or, elle permet d'éviter les problèmes justement de synchronisation de code. Le fait qu'on ait deux fois le même code et qu'on le modifie à un endroit et qu'on oublie de le modifier à l'endroit d'après. Donc en général, on essaie de faire en sorte de factoriser
le maximum de choses, de rendre commun le maximum de choses. Là, par exemple, on voit que dans les deux boucles, on commence par faire un for, puis une écriture, et ces deux choses-là, elles sont communes aux deux boucles. Donc ce qu'on va faire, aux deux boucles, aux deux morceaux de la condition. Donc ce qu'on va faire, on va les isoler, on va les mettre avant le test. Hop, voilà. Et du coup, puisqu'elles étaient là, je les supprime. Je l'enlève d'ici, je l'enlève de là. On voit aussi que la petite pause, elle était commune. Donc la petite pause, on va l'enlever, et on va l'extraire de mes deux blocs, pour la factoriser. Puisque de toute façon, elle est censée s'exécuter, on n'est pas censé, on n'a pas besoin d'exécuter, enfin de la coder deux fois. Elle va être, qu'on soit dans un côté, vous voyez ce que je veux faire, qu'on soit dans un morceau de la condition, ou dans l'autre morceau de la condition, de toute façon, il fallait faire ça, et il fallait faire ça. Donc on va essayer d'isoler uniquement la condition, et c'est ce qu'on est en train de faire. On décrémente index. Maintenant, on a réussi à tout isoler pour voir que si on appuie sur le bouton, alors index doit avoir un comportement, et si on n'appuie pas sur le bouton, donc si on est dans le cas antagoniste, alors on décrémente index. Index va dans l'autre sens. Et bien sûr, il faut continuer à faire notre petit texte sur index, notre petit test sur index, au choix. Soit on le met ici, soit on met les deux tests à la suite, les uns à la suite des autres, en dessous. Ça marcherait aussi, puisque le texte est un peu universel par rapport aux deux. Les deux fonctionneraient. Et donc là, j'ai pu factoriser mon code en isolant les morceaux qui étaient systématiquement constants. Il y a juste les morceaux où j'agis vraiment sur quelque chose en fonction de l'appui sur le bouton qui sont, on va dire, concernés par les deux blocs qui sont ici. Le code dupliqué, c'est mal, exactement. Donc là, on a déjà un bout de code qui est simplifié. On pourrait probablement le simplifier encore un peu plus, comme Amaury le disait dans le chat, on pourrait simplifier encore un peu plus en utilisant une variable qu'on pourrait appeler sens et qui nous permettrait d'aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Je vais pas le faire ici parce que on n'a pas forcément réfléchi. Est-ce qu'on en a forcément l'intérêt? Je sais pas. Ça gagnerait pas forcément beaucoup en lisibilité, mais on aurait pu le faire avec une variable intermédiaire qui nous permettrait d'aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Est-ce que c'est clair? Dystrophine, toi qui étais là et qui as tout suivi hier soir, est-ce que tu vois la... Bon, déjà pas forcément la différence par rapport à hier soir, mais est-ce que c'est clair aussi par rapport à la façon dont on a vu de faire hier soir? C'est vrai qu'hier soir on a eu des approches peut-être un petit peu plus compliquées. Donc hier soir il y avait le live du mardi soir. L'approche était peut-être un peu plus compliquée et du coup là j'ai essayé de faire une approche un peu différente, juste histoire de voir. Pas trop me contraindre avec ce qui a été fait hier soir. Donc tant mieux si c'est clair. Bloc qui évalue le bouton et donc le sens de l'animation. Alors la pause, je l'ai mise à la fin, mais j'aurais pu la mettre au début, c'était pareil. D'accord. Ça faisait pareil. Donc, bah du coup, Dystrophine, là tu constates directement que il y a plusieurs façons de faire pour le même problème. Hier soir, on a fait une façon différente, c'était peut-être plus alambiqué, on avait plus de if et des choses comme ça, mais au final, les deux façons de faire, celle de hier soir ou celle d'aujourd'hui, sont exactement donnent exactement le même résultat. Les deux façons de faire sont les bonnes. Et en informatique, très souvent, on a plusieurs façons de faire pour atteindre le même résultat. C'est pas dit que la façon d'hier soir était moins bonne que celle-là. Les deux se valent. Après, ça va dépendre du technicien, de l'ingénieur qui va faire le code. Il y en a qui ont une sensibilité différente par rapport à une approche, et d'autres ont une autre sensibilité et feront différemment. Ouais, t'es un petit peu barbare, Amaury. Mais ça fonctionnerait. Donc voilà, on a notre animation avec un bloc qui va permettre de choisir le sens, qui va agir sur le sens de l'animation, et deux morceaux de code distincts qui vont être au-dessus et en dessous, qui vont nous permettre de faire la pause et de faire l'action en tant que telle sur les LED. Et du coup, question 4. Alors j'ai pas fait l'interruption, hier soir c'est vrai qu'on avait fait qu'une interruption, mais bon, c'est une façon de faire, pour exécuter, pour ressentir le bouton immédiatement. Question 4, je la colle.
Et du coup, on perd pas de temps. On est déjà rendu, il est 13h30, on est déjà rendu à la 15h30, on est déjà rendu à la question, la dernière question. Hier soir, ça avait pris plus de temps. Mais il faut le dire, hein, si je vais trop vite, parce que du coup, par rapport à hier soir, on a été beaucoup plus vite. J'espère que j'ai rien oublié. Faut pas hésiter à le dire. Question 4. Reprenons l'exercice 3, donc la question qu'on vient de faire à l'instant, avec l'action sur les deux sens de rotation de l'animation. Changez l'animation pour que cette fois-ci, les LED s'allument toutes à la suite l'une de l'autre. Puis ensuite, s'éteignent à la suite les unes des autres. Donc elles vont s'allumer, pof, 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 1, 2, 3, 4, 5, puis ensuite elles vont s'éteindre les unes à la suite des autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis elles vont se rallumer tout en même temps, puis s'éteindre tout en même temps. L'appui sur le bouton doit tout éteindre et faire repartir le cycle à 0. Donc on va le faire en deux temps. D'abord on va faire l'animation et ensuite on va s'occuper de gérer le bouton. Je vais faire abstraction de ce que tu es en train de dire. Donc pour l'instant, je vais me contenter de supprimer mon morceau de code ici, qui gérait le bouton. On va plus gérer le bouton, on va uniquement essayer d'aller allumer les LED comme il faut. Donc là, la contrainte, ce n'est plus d'allumer les LED une après l'autre, mais c'est bien d'allumer toutes les LED une après l'autre, en succession. Donc, au lieu de tout éteindre, puis d'en allumer une seule, on va allumer toutes les LED qui vont de l'indice 4 à l'indice index. Donc on va encore se servir d'index pour allumer, pour voir où on est rendu. Et on va allumer toutes les LED, par exemple, qui vont être inférieures à index. Donc if i est inférieur à index, inférieur ou égal, est inférieur ou égal à index, dans ces cas-là, on allume la LED. Et pour toutes les LED qui seront au-dessus de index, dans ces cas-là, on les éteindra. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien sûr, index plus quand on sort de la boucle. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a index qui démarre à 4. Et donc, à chaque tour dans la boucle for, donc on va rester dans la boucle for entre les valeurs 4 et 9 pour i. Donc à chaque tour dans la boucle for, on va regarder si i est inférieur à la valeur courante de index. Donc i va valoir successivement 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9. Et index, tout pendant qu'on est dans la boucle for, va rester à la valeur qu'il a en rentrant dans la boucle for. Donc si index vaut 6 par exemple, on va vérifier d'abord est-ce que 4 est inférieur ou égal à 6. Si 4 est inférieur ou égal à 6, dans ces cas-là, on allume la LED. Donc on allumera la LED 4. Si 5, au prochain tour de boucle, i égale 5. Si 5 est inférieur à 6, c'est vrai aussi, donc on allume la LED. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 6? Oui, donc on allume la LED. Par contre, au tour suivant, lorsque i vaudra 7, est-ce que 7 est inférieur ou égal à 6? Non. Donc, la LED 7 sera éteinte. La LED 8 et la LED 9 aussi. Ensuite, on sort de la boucle parce qu'on a fini. Index va s'incrémenter, donc il va passer de 6 à 7. Et rebelote, on va refaire la boucle, mais cette fois-ci, en prenant par rapport à index qui vaudra 7. On va faire 4, 5, 6, 7, ça sera toujours inférieur à index, donc on allumera ce coup-ci 4, 5, 6 et 7, et 8 et 9 seront éteintes, etc., etc. Là encore, if index est supérieur à 9, alors il faut que index revienne à son état de départ, 4. Si index dépasse la valeur de 9, alors on revient à 4. Déjà, regardons ce qui se passe avec ça. Donc là, déjà, on a notre animation qui remplit toutes les LED. Ok? Comme index revient à 4, ça réteint tout le monde. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que toutes les LED s'allument, puis ensuite s'éteignent successivement, puis se rallument, puis se réteignent, etc., etc. Pour ça, je vais introduire une nouvelle variable que je vais appeler état et que je vais mettre à high. État, je vais lui faire donner la valeur soit low, soit high. Elle pourra prendre l'une valeur ou l'autre. D'accord? Et au lieu d'utiliser les informations high et low ici, je vais utiliser l'information état. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas appris pendant le cours, un petit raccourci syntaxique
qui s'appelle l'opérateur d'inversion. Alors hier soir on m'a rattrapé en me disant c'est pas aussi vrai que l'inversion mathématique, c'est vrai. Mais oubliez les mathématiques pour l'instant et rappelez-vous juste l'opérateur d'inversion. L'opérateur d'inversion, qu'est-ce que c'est? Il s'écrit de la façon suivante. Point d'exclamation. Quand vous faites, en l'occurrence, état égale point d'interrogation, point d'exclamation, état, dans ces cas-là, la valeur état prendra l'inverse de sa valeur courante. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Quand quelque chose vaudra low, alors dans ces cas-là, la valeur inverse de low, ce sera high. Réciproquement, quand quelque chose vaudra high, alors la valeur inverse de high sera low. Mais, pour les valeurs numériques, l'inverse de 0, ce sera 1. L'inverse de 1, ce sera l'inverse de 1. Hop, ce sera 0. L'inverse de 1, ce sera 0. Et l'inverse de n'importe quoi, par exemple 9, l'inverse de 9, ce sera 0. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Pour des nombres binaires, 0 ou 1, leur inverse c'est assez simple. L'inverse de 0 c'est 1, l'inverse de 1 c'est 0. En revanche, pour un nombre quelconque, pour n'importe quoi qui n'est pas 0, l'inverse de n'importe quoi qui n'est pas 0, ce sera toujours 0. D'accord? Oui, tu fais bien de le dire, Amaury, tout à fait. Low, dans Arduino, low c'est équivalent à 0 et high c'est équivalent à 1. Ce qui est bien qu'on a, quand on a ça, on a la même chose que ça. Et quand on a ça, on a la même chose que ça. Donc, l'inverse de 0, c'est 1, toujours. Mais l'inverse de n'importe quoi qui n'est pas 0, c'est 1, pardon. L'inverse de n'importe... Non, excusez-moi, je me suis perdu dans mes pensées. L'inverse de n'importe quoi qui n'est pas 0, donc 1, 2, 3, 4, la lettre A, 28, 42, ce sera 0. L'inverse de n'importe quoi qui n'est pas 0, c'est 0. Ce qui veut dire que quand on a une condition qui est vraie, en mettant le signe inverse, on inverse le sens de notre condition. Donc ça c'est pour petite parenthèse vis-à-vis des conditions. Mais ça veut aussi dire que là, si état vaut high, dans ces cas-là, on peut aussi mettre l'inverse de état pour mettre low. Est-ce que vous me suivez? Si état vaut high, dans ce cas-là, l'inverse de état vaut low. Si on n'avait pas connu, parce que vous ne le connaissiez pas avant de faire le TP, sinon, si on n'avait pas connu ça, on aurait pu faire if état égale high. Dans ces cas-là, ma LED doit être éteinte. Dans ces cas-là, on va low. Et sinon, dans ces cas-là, oh, high. Si vous n'aviez pas si vous n'aviez pas connu le raccourci point d'exclamation état, voici comment vous auriez pu le coder avec les connaissances qu'on avait au moment du TP. Donc là, depuis la semaine dernière. Mais là, du coup, petite nouveauté aujourd'hui, pour vous épargner des codes comme ça, on a ce petit raccourci. Ce petit raccourci, point d'exclamation état, pour prendre l'inverse d'une valeur. Je mets ça en commentaire ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va balayer toutes nos LED de 4 à 9. Si les LED sont, si on est en train de regarder les LED qui sont inférieures à celles où on est rendu, on va regarder, on va mettre la LED à état. Donc état, par exemple, peut être high. Dans ce cas-là, on va mettre les LED en état allumé, si état vaut high. Et les autres LED qui seront supérieures à l'index où on est rendu, seront mises à l'état bas. Maintenant, il faut être en mesure de changer état quand on va reboucler. Donc ça veut dire que quand index va aller au-delà de 9, dans ces cas-là, quand on repasse au début, il faut aussi que état change de sens pour pouvoir éteindre les LED. Donc, quand on va respecter la condition que index passe au-delà de 9, quand on reboucle le début, on va prendre état égale l'inverse de état. État va prendre l'inverse de lui-même. Donc on va vérifier ce qui se passe.
on voit bien que toutes nos LED, comme tout à l'heure, s'allument toutes à la suite des autres. Et ensuite, elles vont s'éteindre toutes à la suite des autres. Puisque on va inverser état ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est trop confus, très confus, ou ça va? Un petit peu. Alors c'est pas le signe factoriel. Déjà factoriel ça va assez après le nombre en plus. On est bien sur le signe inversé. Donc là, on a respecté une partie de la consigne qui était faire en sorte que les LED s'allument toutes les unes à la suite des autres, puis ensuite s'éteignent toutes les unes à la suite des autres. Maintenant, il nous reste à gérer le bouton. Le bouton, quand on va appuyer dessus, il faut que toutes les LED s'éteignent, que état revienne à 0 et que index revienne à 4. Il faut qu'on remette tout dans les conditions initiales. On a plusieurs façons de faire. Soit ici, dans la boucle, je vérifie à chaque tour de boucle l'état du bouton. Donc, if digital read, est-ce que le bouton il est appuyé ou pas, etc., etc. Ou alors, comme on a envie de travailler un peu de toutes nos connaissances, on peut faire une interruption. Et donc, dès que le bouton va être appuyé, ou relâché, à vous de voir, dans ces cas-là, on remet à 0 tout notre état. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire attach interrupt. On va ajouter une interruption. Alors, j'ai pas envie de taper la fonction. Attach interrupt de la broche 2, puisque notre bouton est sur la broche 2, vers la fonction, je sais pas, on va l'appeler reset par exemple, une fonction qui va s'exécuter, un morceau de code, je dis une fonction, mais un morceau de code qui va s'exécuter quand l'interruption va être déclenchée. Et cette interruption, elle va se déclencher quand on relâche le bouton, par exemple. Donc le bouton, quand il est appuyé, il est à l'état bas. Donc quand on le relâche, on passe à l'état haut. Donc on a, électroniquement, on va passer de 0 volt à 5 volts. Donc on a un effet montant, rising en anglais. Ok? Donc, quand le bouton sur la broche 2 va être montant, donc va passer de 0 volt à 5 volts, on va exécuter le bout de code qui est sur la fonction reset. Je vous rappelle qu'un morceau, une fonction, une instruction qui va être programmée pour l'interruption, ça s'écrit de la façon suivante, void, le nom de l'instruction que vous voulez créer, et les deux parenthèses. Puis on crée un bloc de code. Et donc quand on rentre dans ce morceau de code là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie que index revienne à 4, que état revienne à son état initial, donc par exemple état haut, et que toutes les LED soient éteintes. Après, toutes les LED soient éteintes, ça va être le travail de cette fonction-là. Donc, je vais pas le faire ici, je vais pas m'embêter. Donc, on va juste mettre index à 4 et état égale high. Le programme, peu importe où il était rendu, il va sauter et faire ce morceau-là. Puis ensuite, il va repartir là où il était rendu. Alors si jamais on appuie sur le bouton au moment où on est ici, index aura 4, mais quand on va revenir, quand on va sortir de ça, on va revenir ici, et index, du coup, vaudra 5. On va rater une LED. Mais c'est pas très dramatique. On va démarrer la simulation. En fait, c'est pas très dramatique. Pourquoi? Parce que tout ça, ça se déroule tellement vite qu'il y a de grandes chances que quand on appuie sur... Statistiquement, quand on appuie sur le bouton, il y a de grandes chances qu'on soit en fait ici, en train d'attendre pour pouvoir faire la suite. Tout ça, en termes de durée, c'est quasiment instantané. Il y a à chaque fois quelques nanosecondes pour chaque ligne, alors qu'ici on en consomme 500 millisecondes. C'est énorme. 500 millisecondes, c'est 500 millions de nanosecondes. Donc il y a de grandes chances qu'on soit là par rapport à tout ça. Ça prend 500 millions de nanosecondes face à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, face à une dizaine de... Allez, une centaine de nanosecondes pour exécuter tout ça. Donc on est tranquille. Il y a de grandes chances que quand on appuie sur le bouton, on soit là et qu'on tombe jamais dans le cas où on déclenche l'interruption avant de faire l'incrément ici. Donc qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur le bouton, il se passe rien. C'est normal, je suis passé du 5 volts au 0. Or, mon interruption, je l'ai programmée pour que ce soit sur un état montant. Si je lâche le bouton, hop, j'ai l'état montant qui a eu lieu. Et donc, on a pu voir que on est repassé, on est revenu au début sur la LED du début. Je vais attendre que tout le monde soit là. Hop, je lâche. Et vous avez vu, tout le monde s'est éteint et on est reparti au début ici. Et donc, on a pu respecter la fin de la consigne. Lorsqu'il y a un appui sur le bouton,
on éteint tout et on fait repartir le cycle à 0. Non, ça n'a pas explosé. Tout est sous contrôle. Hop là, je lâche le bouton. Si j'avais voulu que ça se passe quand le bouton descend, ici, au lieu de mettre Rising, je mettais Falling. Et c'était au moment où j'appuie sur le bouton que l'animation aurait redémarré. Hop là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris tout ce... là où je voulais en venir et tout ce qui a été fait? Parce que du coup, voilà, on avait 4 questions pour le TP, si je dis pas de bêtises, voilà, on avait bien 4 questions. Et on a respecté les 4 questions. Est-ce que tout vous a semblé naturel, ou est-ce que ça vous a semblé clair, au moins? Parce que, encore une fois, comme j'ai pu le dire et le répéter hier soir, je sais que si vous avez jamais fait de programmation, ça peut sembler compliqué, ce que je viens de faire. En plus, c'est assez bien. Pour ceux qui étaient là hier soir, c'est que là, vous avez vraiment vu deux versions, deux façons de faire différentes. Je pense que je vais plus les deux sur YouTube, parce que les deux versions étaient intéressantes. Donc encore une fois, je sais que le TP pouvait être long, et pouvait sembler compliqué. C'est normal de ne pas avoir réussi à le faire, ou d'avoir échoué, ou d'avoir vraiment trébuché dessus. C'était fait exprès pour couvrir absolument tout ce qu'on avait pu voir. Donc ça faisait un gros morceau. Encore une fois, moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la programmation, donc la gymnastique, je la connais. L'Arduino, je connais bien, la programmation, je connais très bien, donc c'est pas un souci. Donc je peux comprendre que pour vous, ça a pu sembler un peu compliqué. Je mettrai les deux replays en ligne sur YouTube, sur la chaîne YouTube, pour que vous puissiez du coup, ceux qui étaient là hier, ceux qui n'étaient pas là hier, si vous voulez comparer avec une autre façon de faire, vous pourrez. Et pour que ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui mais qui étaient là hier, ça pourrait les intéresser. Ouais, bah fais ça. Je viens de poster le lien vers la chaîne YouTube. Sinon, il est sur le blog tout en haut. Sur le blog, il est comme d'habitude tout en haut. Donc tout sera là. Tout sera là. C'est tout ce que j'avais à couvrir. Donc la semaine prochaine, par contre, on reprend le cycle normal et on refera de l'électronique. Donc on partira en parlant du potentiomètre. Donc c'est un petit bouton qui permet d'ajuster une valeur. Du pont diviseur de tension. Donc vous verrez ce que ça veut dire, ce que c'est. Et on parlera des entrées analogiques. Donc on verra comment Arduino peut mesurer une grandeur électronique, une grandeur électrique, qui n'est pas 0 ou 5 volts, mais qui peut aussi être entre les deux. Donc 2 volts 5, 3 volts, 4 volts, 1 volt et demi, peu importe, il sera capable de mesurer et de nous retourner une valeur qui sera proportionnelle entre 0 et 5 à la valeur mesurée. Mais tout ça, on le découvrira la semaine prochaine. On verra tout ça la semaine prochaine. Sinon, entre-temps, donc pareil, ça sera mardi soir 21h ou mercredi 15h. Et sinon, entre-temps, demain il n'y a pas de stream, mais vendredi matin, on continue sur Kerbal Space Program pour aller sauver GBDIA qui s'est écrasé sur la Lune lamentablement. C'est des choses qui arrivent. Le lundi matin, on continuera l'épopée sur Portal. Et lundi soir, je serai en duo avec un autre joueur que vous allez découvrir pour jouer à Satisfactory. Satisfactory, c'est un jeu que je n'ai pas encore joué, que j'ai vu des vidéos mais je n'ai pas encore joué, j'ai hâte de le découvrir avec vous. Donc on découvrira Satisfactory, qui est un jeu de planification industrielle dans un monde idyllique, où on va aller saccager un joli monde idyllique. Donc voilà, rendez-vous pour jouer vendredi ou lundi, et sinon pour les tutos Arduino, mardi soir et mercredi après-midi. Très bonne semaine à tous, très bon week-end si je vous revois pas d'ici là, et passez tous un agréable moment. Salut salut!